Alexandre Cormon vous présente le podcast Écris ta légende. Le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure, vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs. Salut à toi, bienvenue dans ce podcast Écris ta légende, le podcast qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir un invité très spécial, Stéphane Fiosonangai, alias Crazy Monkey, cascadeur international. On l'a vu également dans Men in Black International, le dernier Men in Black. Et il est français, il est là et représente la France à l'international. Salut Steph, comment tu vas ? Salut, ça va Alexandre? Merci beaucoup de m'avoir, ça fait super plaisir. Eh bien, écoute, merci à toi de prendre du temps. Je sais que tu repars bientôt aux États-Unis, tu es actuellement en France. En fait, tu voyages énormément. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es et comment tu en es arrivé à avoir ce statut de cascadeur international et de faire rêver autant de personnes aussi, parce que c'est un métier qui fait rêver beaucoup de petits garçons ou même de plus grands garçons finalement. Écoute, mon parcours de base, je suis on va dire danseur hip-hop, donc breakdancer hip-hop qui est devenu breakdancer international assez rapidement. Et j'ai commencé donc avec la danse à faire beaucoup de compétitions, dont danser pour des très grosses compagnies comme Red Bull. Donc ça m'a emmené en fait au niveau international, m'a donné une renommée, et à la fin on m'a, on va dire, ouvert les portes du monde du cinéma sur le fait je suis rentré dans le cinéma en 2006 pour le premier film que j'ai pu faire qui est Jumper, où j'ai doublé Samuel L. Jackson pour faire des scènes de combat en feu pour lui. Et ils avaient besoin d'un mouvement de breakdance qui est la vrille, qui s'appelle aussi le air flare. Donc le cinéma s'est ouvert à moi à cette période-là. Et je continuais toujours mes compétitions à l'international. J'ai remporté un championnat du monde. Par équipe ou en individuel ? Ah oui, donc en équipe. J'ai remporté un championnat du monde en équipe. On a été champion de France en 2005 et 2009. Après, on a refait le titre de champion du monde, arrivé troisième en 2009, si je me rappelle, troisième ou quatrième. Quatrième en 2009. Et donc 2005, j'ai remporté le titre de championnat du monde avec une équipe. Donc là, on a fait une Dream Team française. Et on est parti en Corée. On a remporté un très, très gros battle. Tu avais quel âge en 2005 ? 2005, j'avais 21 ans. Waouh. Ouais, Donc à 21 ans, tu es en train de vivre un peu, tu es sur le toit du monde finalement dans ce que tu fais, dans ce que tu pratiques. Ouais, franchement, c'était à cette époque-là, je réalisais vraiment pas. C'était plus du plaisir qu'autre chose. J'ai juste laissé, on va dire, la vie m'emmener là-bas, et j'ai essayé de garder surtout ma bonne humeur et le kiff vraiment que j'ai de toutes les disciplines que je peux faire, et dont la danse qui est une des plus grandes. Et ouais, naturellement, la vie m'a emmené là-bas, et j'ai surtout écouté des bonnes personnes, je pense, à la bonne période, qui m'ont aidé à aller plus loin et à pousser les limites vraiment hors de chez moi. Alors du coup, petite question, quel type d'enfance tu as eu ? Parce que tu vois, tu nous présentes la danse, c'est pour moi un métier qui est hors du commun, qui est atypique. Généralement, les parents ils nous disent va travailler et fais des bonnes études. À partir de quel moment, toi, tu t'es aperçu que la danse, c'était puissant pour toi et comment ton entourage l'a vécu ? En fait, j'ai grandi, donc j'ai mon équipe de base qui est en fait vraiment mon premier cœur, et le groupe Figure de Style en fait de Dijon, donc de Chenauve surtout, banlieue dijonnaise. J'ai commencé la danse parce qu'en fait, tous mes frères, la majorité de mes frères et sœurs sont danseurs. Donc j'ai juste suivi, on va dire, un peu le cocon familial. Tu as été le dernier ou pas ? Je suis l'avant-dernier. L'avant-dernier. Ouais, je suis l'avant-dernier. Donc, la majorité de mes frères dansent, dont j'ai 10 frères et sœurs. Donc, Wow. on a tous été, on va dire, dans le sport depuis un moment. Ma sœur était joueuse handballeuse professionnelle qui a fait les Jeux Olympiques. Et on a tous vraiment adoré le sport. Donc, j'étais entre la danse et le basket.
et les arts martiaux, dont la boxe, le kickboxing et un peu de la capoeira et toutes ces choses-là. Mais la danse m'a emmené en fait dans une direction lorsque j'ai réalisé en fait que je pouvais faire quelque chose, parce que oui, on a beaucoup de personnes qui nous disent mais tu vas rien pouvoir faire avec ça. Déjà, nos parents, pour sûr, nous bloquent sur le fait de oui, non, c'est juste voilà, un passe-temps, c'est un hobby. Et c'est exactement ça. Pour moi, c'était un hobby. On se faisait plaisir et certaines personnes ont commencé, on va dire, à nous regarder différemment. L'évolution du hip-hop et surtout de la danse hip-hop commençait vraiment à aller à un autre niveau. Et parce que j'ai commencé, moi, la génération où tu es en bas de chez toi, tu mets un carton, tu mets un peu de musique et tu danses, quoi. Et lorsque je vois l'ampleur que maintenant la danse peut avoir, sous la danse hip-hop peut avoir, c'est, c'est vraiment une folie, parce que surtout qu'ils sont au niveau maintenant, voilà, ils vont faire les Jeux Olympiques en 2024, donc c'est vraiment une super, super belle chose. Mais ouais, mon parcours était sur, voilà, j'ai grandi dans un quartier avec toutes ses qualités et ses défauts. Et Quand tu dis quartier, tu veux dire un petit peu, le terme qu'on va employer, c'est un peu cité, entre guillemets? voilà, cité, c'est exactement ça. C'est vraiment une cité dont à l'époque était une des cités qui, comment dire, bougeait énormément et qui, pardon des mots, mais qui brûlait énormément. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, on va dire, pas très cool, mais on a tous, ayant grandi là-dedans, toute personne essaie de trouver, entre guillemets, un échappatoire, hein, pour pouvoir ne pas tourner, on va dire, dans le mauvais sens. Et donc voilà, j'avais décidé, et mes frères et mes parents ont fait un très très beau travail là-dessus, sur le fait de m'aider à devenir, comment dire, à voir autrement que ces choses-là. Donc mon choix était directement sur le sport, comme beaucoup de personnes dans les cités qui très souvent arrivent à s'en sortir d'une façon, entre guillemets, ou d'une autre grâce à ça. Et ben moi, la danse, étant une personne qui a eu énormément de chance sur le fait de... je suis une personne assez, comment dire, nature, entre guillemets, je m'adapte très rapidement aux disciplines que je fais. En fait, j'adore tellement que le travail, je réalise même pas que je travaille et que je progresse. Donc mes Du coup, progressions ont été assez, je vais pas dire assez rapides, ça demande du travail, mais elles ont été assez, comment dire, normales pour moi, parce qu'en fait j'adorais énormément, et plus j'adorais, plus en fait je progressais. Et je est-ce suis que ça a arrivé été en beaucoup de fait. travail quand même ou parce que quand on t'écoute, on a l'impression que c'est vraiment un peu entre guillemets facile. Mm. Aujourd'hui, quand tu regardes, est-ce que tu as travaillé vraiment énormément ou est-ce que tu es Ben ouais. naturellement, c'est un cadeau entre guillemets, tu es naturellement doué dans ce que tu fais et Ben pour toi, tu n'as pas besoin de aujourd'hui, ouais. travailler? Aujourd'hui, avec le recul, ouais, c'est énormément de travail. Mais il n'est pas calculé. On ne calcule vraiment pas les heures et les blessures, toutes les choses qu'on peut avoir parce qu'on est jeune. Et voilà, j'étais une personne, j'ai jamais vraiment lâché prise par rapport à quoi que ce soit. J'avais le moindre problème psychologiquement ou physiquement. Je me disais, ça va aller, je vais me remettre et on continuera. Et en plus, la jeunesse est une des clés là-dessus pour vraiment se guérir très rapidement. Mais oui, ça a pris beaucoup de temps parce que je danse maintenant depuis, ça fait 26 ans maintenant que je danse et que Wow. je suis, ouais, que je danse. Je suis, on va dire, danseur professionnel. Après, c'est toujours un grand mot, mais je suis danseur professionnel depuis maintenant, si je tourne les trucs depuis maintenant, voire, on va dire 15 ans. Ouais, ouais, ça fait ouais, 15, entre 15 et 17 ans. Après, je suis acrobate, acrobate international depuis, reconnu grâce au Cirque du Soleil, dont je suis rentré au Cirque du Soleil en tant que caractère principal depuis maintenant 10 ans, 11 ans. Alors justement, tu vois, Steph, on dit souvent que le Cirque du Soleil, c'est la crème de la crème, que c'est Oui. vraiment la référence. Comment tu as réussi à accéder à ce niveau-là, en fait? Comment ça s'est passé? Quelles sont les épreuves que tu as traversées? Peut-être les challenges aussi que tu as dû traverser? Oui, bah en fait, le Cirque du Soleil est une compagnie, moi personnellement, c'était une compagnie il y a 11 ans en arrière et quelques mois avant ça, avant que je rentre là-dedans. Je ne savais pas, je ne connaissais pas cette compagnie, alors que la compagnie a 30 ans. Et j'ai toujours été un acrobate, à toujours vouloir faire, on va dire, des guignoleries. Et, et je me suis, on va dire, naturellement, j'ai réussi
à créer un petit mélange entre mes différentes cultures, que ce soit en fait la capoeira, tout ce qui est les arts martiaux, la gymnastique et la danse. Et ça m'a créé un style, entre guillemets, je pense, assez atypique. Et le Cirque du Soleil, en fait, au lieu que je fasse une audition pour eux, ils m'ont appelé. Il y avait un caractère principal sur le show K qui est à Las Vegas, qui était un acrobate et donc un martial artist, donc une personne qui faisait de la capoeira, qui partait, qui avait terminé ce contrat. Cette personne était brésilienne, mais noire de peau. Et comment dire, lorsqu'ils ont refait des castings, ils ont fait place, ils ont parlé à des personnes de différents coins du monde pour essayer de trouver les personnes vraiment qui correspondraient, on va dire, à ce caractère. Et à ce moment-là, en fait, il y a 5 ou 6 années avant ça, j'avais rencontré une femme à Los Angeles qui travaillait en fait dans le monde du spectacle, un peu tout ce qui est les castings, qui était aussi danseuse à l'époque, qui avait vraiment adoré, on va dire, mon personnage et mon côté, on va dire, humain. Et on est resté en contact. Elle m'a passé son email, j'ai pris son email, on s'est remercié, mais pendant 5-6 années, on ne s'est pas parlé. Le jour où ce rôle est arrivé et qu'elle a vu la photo de la personne, elle m'a appelé, elle m'a renvoyé un email. Heureusement, j'ai gardé mon email. Et elle m'envoie un email et elle me dit, oui, je travaille avec le Cirque du Soleil, ils cherchent quelqu'un, j'ai pensé à toi, tu corresponds à la personne qu'ils veulent. Et je dis, mais comment ça? Elle me dit, non, mais j'ai envoyé ton lien déjà, tes contacts, ils vont te contacter. Et voilà, donc C'est quelle des sensation Québécois. que tu as à ce moment-là? C'est de la peur, c'est de l'appréhension, c'est de la joie? Tu te Et dis, ben en finalement, fait, l'univers est en train de me donner ce que j'avais toujours rêvé, peut-être? ah ouais, en fait, naturellement, en fait, je suis une personne, j'ai fait énormément de spectacles avec mon groupe, avec mon premier groupe et mon deuxième, dont Fasté qui est de Paris. Et, le monde du spectacle, je le connaissais, on va dire, à un certain niveau. Et lorsque le Cirque du Soleil, en fait, m'a contacté, j'ai commencé à regarder quelques vidéos sur YouTube et je ne comprenais pas. Je disais, mais je tapais Cirque du Soleil et je voyais un show avec un nom et un autre et je ne comprenais pas trop. Je me disais, mais en fait, Cirque du Soleil, c'est juste un show ou pas? Et en fait, j'ai appris en leur parlant que le Cirque du Soleil avait une vingtaine de shows en fait, dans le monde entier et qui était la compagnie la plus haute en termes de spectacle et qu'ils étaient là depuis déjà plus de 20 ans. Et, et en fait, je me suis dit, waouh, ok, d'accord, j'ai la chance de pouvoir être contacté directement par cette compagnie et me propose une idée et un contrat. Donc, en fait, ils me demandent un, entre guillemets, contrat sous forme d'audition. Donc, ils me disent, on a 5 à 10 autres personnes qui sont qu'on a aussi en tête, mais est-ce que tu es... mais voilà, tu fais partie des personnes qu'on est vraiment intéressées. Et moi, je leur explique. Et en fait, au lieu... Parce que très souvent, les personnes, lorsqu'on leur propose ça, surtout les personnes qui connaissent la compagnie, qui veulent vraiment travailler dans le monde du Ils vont dire spectacle, oui tout de suite, quoi. ils vont dire oui, peu importe ce que tu veux, le prix, je prends, je veux vivre l'expérience. Moi, j'étais sur le fait de... Je suis désolé, en fait, je ne vous connais pas. Si vous me proposez un contrat, c'est cool, mais si vous ne me proposez pas, c'est pas grave, je continue ma vie. Je suis en pleine lancée dans le côté dans le monde international au niveau de la danse. Ça ne me dérange pas comment dire, de ne pas vraiment travailler avec vous. Et à ce moment-là, j'entends les personnes qui me parlent québécois, ils me disent mais tavernacle, mais c'est pas possible, mais est-ce que tu sais qui on est? Et moi je suis là, je dis non, mais j'ai un respect pour ce que vous me dites, mais je ne connais pas, donc je ne suis pas pressé vraiment de travailler avec vous. Et ils me l'ont répété quand je suis arrivé à Montréal. Et je rentre dans cette conversation avec eux et ils me disent, est-ce que tu peux m'envoyer une vidéo de toi, de ce que tu fais et tout ça. Donc le lendemain, moi hyper motivé, je prends ma caméra de l'époque avec mon ex et je lui dis filme-moi un peu partout. Donc on se promène, je fais 2-3 vidéos avec des acrobaties, toutes ces choses-là. Et je leur envoie la vidéo le soir même. Donc ils me rappellent avec le décalage horaire, ils me rappellent et ils me disent oui, Stéphane, on a une question. Et je dis oui, quelle question? Tu fais quelle taille? Et je suis là, je fais 1m90. Et ils me disent, mais c'est pas possible. Et je suis là, pourquoi c'est pas possible? Ils me disent, mais tu es très grand. Et moi, je comprenais pas en fait qu'à l'époque, les acrobates étaient la majorité très petite taille. Surtout les gens qui sont en termes de tout ce qui est acrobatie, tumbling et tout ça. Donc,
Donc, en fait, j'avais une taille ou ouais, on va dire une taille d'un basketteur, mais avec, entre guillemets, la vitesse et l'agilité en fait, d'un acrobate assez petite taille. Et j'étais là, moi, je ne réalisais pas. Et il me renvoie une autre vidéo, renvoie une autre vidéo juste pour ta flexibilité. Et je suis là, comment ça, flexibilité? Est-ce que tu peux faire juste une vidéo où on te voit t'étirer, qu'on voit à peu près comment tu es souple ou autre? Donc, je renvoie une autre vidéo et ils me disent, ah, merci pour la vidéo, tu es très souple, c'est super bien. Merci, on est vraiment intéressé par toi. Et je suis là, ok, pas de problème, tenez-moi au courant, mais pour l'instant, si vous n'avez rien, c'est pas un problème. Et donc, à chaque fois, ils sont là, mais c'est pas possible. Mais on est en train de t'expliquer qu'on est intéressé par toi, tu fais partie des personnes, des premiers qu'on veut prendre. Mais voilà, il me dit, on a 10 personnes. Il me rappelle 2 jours après, on est maintenant à 8. Tu fais toujours partie des personnes vraiment premiers qu'on est en train de parler. Ah ben là, on a 5. On a une personne du Brésil. En fait, il voulait voir mon mental, en fait, pour voir si j'allais Est-ce que leur tu dire, crois que si tu avais dit OK, j'ai envie de signer, s'il vous plaît, c'est trop cool, est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose ou pas? ah oui, oui, à 100%. Le fait de te mettre en demande. Je dis Oui, souvent ça, tu vois, pour les relations. ouais. Souvent, quand on est en demande, c'est jamais bon. Donc là, le fait que tu restes un peu maître de tes émotions, Mhm. c'est intéressant quand tu dis qu'ils ont voulu tester ton mental. Tu penses c'était quoi leur objectif derrière? Ben, surtout, s'ils arrivent à, comment dire, vu que le Cirque du Soleil est une compagnie en termes de spectacle, c'est vraiment, comment je pourrais dire ça, Intense? l'apothéose, quoi. C'est la plus grande compagnie. Ben, naturellement, très souvent, ils ont 80%, je pense, des personnes à qui ils demandent de travailler avec eux. Il n'y a pas de négociation. C'est vraiment basé sur on est intéressé. Ah oui, oui, moi aussi, merci, merci beaucoup pour votre proposition. Et c'est quelque chose que j'attendais. Parce que quand je parle avec beaucoup de personnes et que je leur dis, ah, j'ai travaillé sur le soleil, que les gens me disent, ah, j'ai fait une audition à 5 ans, ah, j'ai envoyé mes vidéos, oh là, j'attends tellement que. Et moi, ils me demandent, comment tu es rentré? Je n'ose même pas leur dire. Parce que je sais que c'est quelque chose qui peut être ça peut être dur pour eux. Grande Parce qu'ils vont perçue, dire, ouais. mais comment ça, tu es rentré sans qu'on te demande et on t'a dit, ben voilà, là, juste passer par là. Et donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivé à Montréal et c'est la première chose qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, ah, c'est toi la personne qui ne connaissait pas notre compagnie. Et j'étais là, oui. Ils m'ont dit, bah, t'es vraiment un caractère. Je dis, bah oui, je dis, bah écoutez, ça fait plaisir. Donc j'arrive à leur main office, là, donc le bâtiment, le siège social du Cirque du Soleil, et je me dis, ah ouais, en fait, c'est gros. Déjà, j'arrive à l'aéroport, je vois une compagnie qui me récupère, un chauffeur, et je suis là, ok, y a peut-être quelque chose. Je me dis, j'ai déjà eu cette expérience dans le monde du cinéma avant, mais ça, ok, j'arrive au siège social, je vois que, ouais, c'est quelque chose de dingue, quoi. C'est énorme, ils ont 3 gros bâtiments, toutes les Et du personnes super, super gentilles, et voilà, je sais pas, je suis resté 2 semaines là-bas, et ils m'ont dit, tu pars vivre à Las Vegas. Et j'étais là, ok, d'accord. Oui, ton show sera à Las Vegas. C'est un show fixe, c'est un contrat pour 1 an. Et je dis, ok, donc c'est bon, je pars pour 1 an. Donc moi, je me prépare. Au début, ben, ils m'ont même demandé est-ce que tu peux Est-ce que tu partir as eu une avant. peur à ce moment-là ou pas? Est-ce que tu te dis, oh, je vais pas voir ma famille, je vais vivre dans un pays, peut-être que tu connaissais pas totalement les US ou en tout cas la ville de Las Mm, Vegas. Il y a une ouais. petite peur ou aucune peur, c'est je fonce, j'y vais, je suis aligné, c'est ma vie, c'est ma mission, c'est ce que je veux Ouais. faire. Ben, en fait, j'étais comment dire, je voyageais déjà énormément. Et j'adorais ça. Mais souvent, quand je voyageais, je partais au maximum 1 mois, voire 1 mois et demi. Et je revenais. Donc, je savais toujours que je rentrais. Ouais. Euh, le jour où ils m'ont proposé un contrat d'1 an, j'ai fait oulala, il y a quelque chose, c'est différent. Et je parlais avec eux à peu près jusqu'à la période après de fin novembre. Et ils m'ont demandé de venir 2, 3 semaines, je crois 2 ou 3 semaines après, à Montréal, avant les fêtes. Et ils me disent, bon voilà, tu partiras ce jour-là. Et je leur ai dit non. Et là, ils ont vu directement en fait mon caractère et ma position. Et je leur ai dit non, non, c'est mon dernier moment avec ma famille. Je vais faire les fêtes. Faites-moi partir après. Ils m'ont dit, mais tu comprends qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça. Je lui ai dit non, trouvez le choix. C'est les fêtes, c'est le dernier moment que je peux avoir. Je suis jamais parti aussi longtemps. Trouver un moyen de me faire partir plus tard. Ils m'ont dit, le caractère que tu avais, et je ne savais même pas, c'était naturel pour moi. Surtout que j'avais une certaine expérience par rapport à tout ce qui est un petit peu de négociation, un peu de contrat ou autre. Ouais. Ben, j'ai directement compris que tu peux donner aux gens, mais ne donne pas trop.
C'est intéressant. C'est un super conseil là que tu viens de donner. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, tant qu'on va dire les choses, ça va dans ton sens, et que tu donnes et tu es toujours en train de te dire, ben, mon esprit est toujours, je suis en paix avec moi-même. Quand je fais ça, ça peut aller tout seul. Mais si ce n'est pas le cas, vaut mieux dire, moi je préfère refuser un travail euh, et me dire que voilà, à la fin, j'ai eu on ne m'a pas écouté au moins un minimum. Si on m'écoute un minimum, il n'y a pas de problème, mais si on m'écoute et que je dis, bah écoutez, moi je vais aller là-dedans et on me dit, ah non, je ne veux pas, je dis, ok, pas de problème, prenez quelqu'un d'autre, je pense que vous aurez une autre personne. Mais la seule chose que je peux vous dire, et ce n'est pas une question pour vous dire que moi, entre guillemets, je me vante ou pas, je leur dis directement, vous pouvez avoir une autre personne qui peut être hyper talentueuse aussi, mais vous n'aurez jamais, entre guillemets, Stéphane Fesson-Nagaï. C'est la chose que je dis aux gens souvent. Je dis parce que, indirectement, ce qu'il faut et le plus important, c'est de s'aimer soi-même. Alors justement, comment tu as réussi à avoir cette confiance? Parce que là, tu vois, tu me dis ça, même moi, je me dis, wow, est-ce que je pourrais dire cette phrase? Vous ne seriez pas un Alex Cormon. Wow, Comment tu as fait pour arriver à ce niveau de confiance? Est-ce que il y a des événements qui t'ont forgé? Comment tu arrives à pouvoir dire cette phrase, avoir cette confiance en toi? En fait, naturellement, quand j'ai commencé à voyager avec la danse, bien avant le Cirque du Soleil, j'ai eu comment dire, j'ai réalisé des choses par rapport à, ben oui, même si tu as des personnes autour de toi et des fois, ben, qui est une force, dont ta famille, tes amis ou autres, euh, très souvent, c'est toi. Donc, il faut apprendre à te regarder dans le miroir. Et lorsque j'ai fait ce tri, et j'ai commencé à le faire un petit peu, surtout par rapport au sport, parce que le sport, on devient, entre guillemets, talentueux ou, comme beaucoup de personnes disent, ce qui n'est pas pour moi un titre, mais être fort dans un sport, dès le moment où on arrive à accepter toutes les choses qui vont avec, c'est-à-dire certains sacrifices, les blessures qui vont venir lorsqu'on se blesse et essayer de garder une bonne motivation et rester positif pour pouvoir se guérir et revenir le plus vite possible, prendre soin de soi, mais le plus important, c'est soi, le fait de se dire prendre soin de soi, qui est quelque chose que beaucoup de gens ne font plus aujourd'hui, le fait de se dire qu'est-ce que je suis, est-ce que moi ça va, te poser ta propre question et dire est-ce que ça va. Et ça, c'est quelque chose que naturellement, à l'époque, je commençais à développer. J'étais jeune, donc je le faisais à ma façon ou à mon degré. Mais dès le moment où je suis parti après vraiment seul aux États-Unis, et que je me suis concentré sur beaucoup de choses, tout ce qui est yoga, un petit peu de méditation, toutes ces choses-là, j'ai appris énormément à faire le recul par rapport à plein de choses, que ce soit la famille ou autre, parce qu'on a tous des familles, on a tous eu des différents, on a tous grandi d'une façon ou d'une autre. Moi, personnellement, comme je pense n'importe quelle personne, on a tous des questions à poser à nos familles, et que des fois qu'on ne pose pas, les non-dits est un très très gros problème chez beaucoup de gens. Ben, moi, naturellement, je suis arrivé à un stade où, en fait, je crève les abcès et je parle aux gens, même si ça peut faire mal. J'explique, voilà, à ce moment-là, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, j'ai souffert par rapport à ça, je ne comprends pas, maintenant je veux passer à autre chose, restons en paix, voyons ce qui est le plus important. Et dès le moment où j'ai fait, ça, ça m'a énormément. Est-ce que justement, excuse-moi, j'ai deux questions là qui me viennent en tête. La première, c'est Ouais. est-ce que tu as eu des regrets par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des situations où tu te dis, j'aurais dû me taire à ce moment-là? Ou jamais? En fait, non. Parce que si vraiment c'est quelque chose qui te porte à cœur, vaut mieux le dire. Mais dès le moment où tu emploies les mots différemment sur le fait de très souvent les conversations qu'on peut avoir avec un ami, membre de la famille, même une personne, une copine ou autre avec qui tu es ou autre, une femme ou autre, dès le moment où tu expliques les choses, à dire écoute, je ne cherche pas à te blesser en disant ça. Si je le fais, j'en suis désolé, ce n'est pas le but. Là, après, tu peux engager toute discussion. Parce que la personne va se dire ah oui, non, peut-être que j'ai sorti une bêtise, mais il a dit au début, dans tous les cas, ce n'est pas ce qu'il cherchait. Si vraiment les personnes sont assez intelligentes pour se dire ça. Après, voilà, naturellement, une femme va plus l'écouter. Entre hommes, c'est différent. Parce qu'on a beaucoup de choses, un caractère, un ego qui parle et très souvent, on retient que le mal. C'est quoi aujourd'hui pour toi ta plus grande force? Tu viens de parler de caractère, d'ego. C'est quoi ta plus grande force, ta plus grande qualité? Aujourd'hui, c'est quoi? Ma plus grande qualité, franchement, pour moi, c'est mon sourire. Et c'est-à-dire l'humeur que je donne aux gens. Toutes les équipes,
toutes les personnes et toutes les expériences que j'ai pu avoir par rapport que ce soit Cirque du Soleil, la danse avec mes groupes, le cinéma aujourd'hui. Surtout, je le vois énormément dans le cinéma et dans le Cirque du Soleil. À chaque fois que je vais les revoir au Cirque du Soleil ou que je retourne dans un film, la première chose qu'ils me disent, OK, la bonne humeur est de retour. Parce que je suis une personne qui est, et je l'ai vite, on va dire, réalisé, que je suis une personne qui est très solaire. Donc, je fais tout pour apporter la joie et la bonne humeur chez les gens. Il y a quelque chose qui ne va pas, je vais dire, c'est pas ça se grave. travaille ou pas? Parce que, tu vois, la première fois que j'étais au téléphone, je me suis dit, waouh, ce gars-là, il a une énergie. Exactement ce que tu viens de dire. La générosité, la gentillesse. Tu vois, ça c'était tellement fluide pour que tu acceptes de participer au podcast alors que tu pars à Los Angeles dans 2 jours, que tu es pris par toutes les démarches, etc. Tu es avec moi, tu es là pour nous. Est-ce que ça se travaille, ce côté solaire? Je suppose que ça fait partie de ta personnalité, mais est-ce que ça se travaille? Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles ou pas du tout? Non, je ne le travaille pas. Je le travaille surtout dès le moment où je sens qu'il y a quelque chose, entre guillemets, qui ne va pas. Dès le moment où je me dis, je ne suis pas, entre guillemets, en alignement, je vais me poser la question et essayer de voir la cause et me dire, mais pourquoi? Et l'accepter, parce qu'il y a toujours des jours où on se sent gris, et c'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie. Mais la question, c'est est-ce que tu veux être gris pendant longtemps ou tu veux juste que ce soit quelque chose qui peut durer 1 heure, une semaine ou vraiment 10 minutes et dire ok, je passe à autre chose. J'ai tout fait, je fais tout pour vraiment me faire plaisir et de donner. Je suis une personne qui a énormément et j'adore énormément donner. Et j'ai été prof de danse pendant très longtemps. Et lorsque j'expliquais à tous mes élèves, lorsque je vous apprends la danse, ce n'est pas la danse que je vous apprends la vie. C'est-à-dire à vous aimer. Lorsque vous dansez, aimez-vous. Aimez vos défauts, aimez vos qualités. À la fin, vous allez voir que tout sera des qualités. Et beaucoup de gens me disent, oui, mais tu nous as beaucoup forcé à vous amuser. Si vous ne vous amusez pas, je dis, ça ne sert à rien de danser. Laissez ce jour-là passer. Demain, ce sera meilleur. Et dans ton parcours, parce que quand je t'écoute, je vois que tu as vraiment travaillé sur toi, tu as des valeurs, tu as des convictions, tu as une force de caractère qui est clairement au-dessus de la normale. Est-ce qu'il y a eu un moment où ça a été difficile, douloureux, une désillusion, un échec? Est-ce que, je suis désolé de t'amener ça de voix, mais en fait, ah non, c'est parfait. Je te trouve tellement puissant, je me dis, mais attends, il y a bien un truc qui l'a touché quand même. Est-ce que tu peux nous en toucher un petit peu de mots ou pas? Que ça soit personnel ou professionnel? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Franchement, je pense que les premiers combats qu'on peut avoir, c'est avec la famille, qui est très souvent une des choses que beaucoup de gens ne discutent pas. Ils se disent juste que bon, c'est comme ça, c'est la vie, ça avancera comme ça. Donc, moi, je n'étais pas d'accord. Donc, les échecs que j'ai pu avoir ou les regrets que j'ai pu avoir au niveau de la famille ou autre, j'ai essayé de les rectifier en allant voir les personnes et en expliquant les choses, en disant si j'ai fait quelque chose et que j'ai fait mal, ou je vous ai fait mal, je m'en excuse. Maintenant, par rapport à moi, ce que j'ai regretté, par rapport à ma famille ou autre, comme beaucoup de familles, très souvent, c'est la mauvaise communication. Et dès le moment où, j'ai compris. Je t'aime, etc., par exemple? Par exemple, le je t'aime n'a pas réellement été un problème pour moi, mais j'avais des questions assez profondes, par exemple, par rapport à mon père qui est décédé il y a très longtemps, mais très souvent, mon père était alcoolique, donc lorsqu'il buvait et lorsqu'il ne buvait pas, c'était une autre personne. Et très souvent, lorsqu'il buvait, il me sortait des choses par rapport à moi sur le fait de tu n'es pas mon enfant, tu sais que tu n'es pas mon enfant. Et jeune, quand tu t'écoutes ces choses-là, tu es là, mais comment? Mais je ne comprends pas, mais pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Et un jour, heureusement, moi, je me suis réveillé, je suis parti voir ma mère. Donc, je n'ai pas eu la chance de pouvoir le dire à mon père. Mais lorsque mon père est décédé, le jour avant qu'il parte, j'ai parlé avec lui et je lui ai dit pardon et je te pardonne. Parce que, comme on dit, pour l'instant, physiquement, c'est notre enveloppe corporelle qui est là. Maintenant, ce qui est autour,
comme je dis clairement, la nature n'est pas là pour rien. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas, et je le respecte. Maintenant, voilà, donc j'ai eu ces discussions-là, j'ai parlé à ma mère un jour de ça, et je lui ai dit, voilà ce qu'il en est. Est-ce que je suis réellement le fils d'eux? Et ma mère est tombée au plus bas. Mais je l'ai tellement en fait ramené d'une façon normale, j'ai dit, j'ai pas de problème par rapport à ça, c'était juste pour savoir. On a tous des familles recomposées, c'est pas un problème, c'était juste pour savoir. Parce que moi, j'ai dit, je vais essayer d'avoir le moins de trous possible dans ma vie. Tant que je peux pas les boucher avec un pansement et toujours avoir le trou, mais sinon remettre du ciment dessus et me dire que tout redevient à la normale, je le ferai. Donc, je chercherai toujours ces choses-là. Dans ma carrière professionnelle, par rapport aux regrets ou autres, je n'ai jamais eu de regrets à part et regrets sur le fait de se dire que lorsque tu commences à arriver à un terme, vraiment à te concentrer sur toi, ben, il y a beaucoup de choses que tu peux laisser de côté, c'est-à-dire relations amoureuses. Donc, tu peux décevoir des personnes parce qu'en fait, tu es très souvent à te focaliser sur toi, même si tu montres que tu es toujours là et présent. C'est quelque chose, il y a toujours un inconvénient dans tous les cas lorsqu'il y a du bonheur. Mais il y a toujours du positif et du négatif. Voilà, c'est ça? dès le moment où tu veux partager, dans tous les cas, il y a toujours ça. Mais si tu veux être égoïste et que vraiment faire les choses que pour toi, et il n'y a personne autour de toi, là, je t'en prie, mais je pense que la vie n'a pas fait ça. On est des êtres humains, on a besoin d'être avec des gens. On a besoin d'être entouré. Donc voilà. Après, je pense que c'est les discussions qui font tout. Moi, mes échecs par rapport à tout ce qui est mes blessures ou autres, et lorsque je me sentais au plus bas et je me disais, ça va jamais revenir, j'ai jamais réellement eu ça. J'ai été une personne qui était, beaucoup de gens me le disent, mais moi je le dis rarement parce que ça ne m'intéresse pas de le dire ou on pense que je me vante ou autre. J'ai eu un don et j'apprends très vite les choses, ou j'apprenais très vite à l'époque. Grâce à ça, j'ai pu développer des niveaux, parce que je n'aime pas mettre de niveau, parce que moi, une personne pro ou une personne qui est en train d'apprendre, pour moi, c'est la même chose. Mais j'ai vite, pour atteindre, le niveau que j'ai pu avoir, j'ai eu du travail, mais j'avais, entre guillemets, comment je peux dire ça, certaines facilités à apprendre. Yes. Et ce n'est pas donné à tout le monde, ça c'est sûr. Mais je pense que moi, le plaisir de l'apprendre a toujours été quelque chose qui m'a permis, en fait, au lieu de faire juste un pas en avant, j'en faisais peut-être 3. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On arrive un peu à la fin du podcast. C'est quoi ta vision? C'est quoi tes objectifs? Tu as accompli des choses extraordinaires. Je ne sais pas si on peut le dire, le prochain film que tu réalises, c'est un classique que tout le monde connaît. C'est juste extraordinaire que tu sois dedans. Mission Impossible 7, oui. Franchement, c'est quand même un truc de fou. On a le mec qui va faire les cascades de Mission Impossible. C'est pas n'importe qui là. Même moi, j'ai la pression, tu vois. Je me suis dit, oh là là, il faut bien que je me prépare. J'ai mes petites questions et tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Steph? Tout ce que je souhaite, franchement, c'est d'apprendre et d'acquérir encore plus d'expérience dans n'importe quel domaine. Mais et vraiment de profiter. Moi, je suis une personne extrêmement curieuse, donc que ce soit dans le sport ou autre, je veux juste profiter. Et tant que je suis entouré, j'essaie de m'entourer de personnes qui m'aident à être le meilleur de moi-même, et j'espère faire la même chose pour eux. Je veux juste, apprendre de nouvelles choses et ne pas partir. En fait, la seule chose que je me dis, c'est que surtout dans le monde qu'on vit aujourd'hui, si je dois partir de ce monde jeune, je préfère partir en me disant que j'ai vraiment presque tout fait ce que je voulais faire et j'ai vraiment kiffé au maximum. C'est une superbe philosophie de vie, franchement. Et je te remercie beaucoup de nous avoir donné de ton temps aujourd'hui. Moi, je vais retenir cette phrase qui est tu peux donner, mais pas trop. C'est ce que je retiens vraiment de notre podcast, c'est cette capacité. Et
cette confiance, cet entre guillemets amour de toi que tu as eu, qui peut sembler être un petit peu pour le commun des Ah oui, mortels, un oui. petit peu trop, tu vois, un peu trop, j'ai confiance en moi, je me la pète. Mais en fait, pas du tout. C'est aussi ce qui t'amène, toi, à être là où tu es aujourd'hui. C'est sûr. Les amis, je voulais aussi vous transmettre 2 informations. La première, c'est qu'on peut retrouver des vidéos sur Vimeo. Au niveau, vous avez juste à taper Stéphane Fio, donc F-I-O. Vous allez voir les vidéos. Moi, je suis un fan d'Insta. Je suis parti sur le Insta. Donc, c'est Crazy Cac Mac, donc K-A-K-M-A-K. Mais vous pouvez taper aussi Stéphane Fio, vous allez le retrouver. Et franchement, j'ai regardé ton profil depuis plusieurs jours. Je me dis, mais quelle souplesse, ça me fait mal aux adducteurs, rien que de te voir. J'ai même peur quand je te vois. Donc, s'il vous plaît, allez voir ce qu'il fait. C'est tout simplement. En fait, c'est dingue. Quand tu regardes un film, tu te dis, ouais, c'est un film, c'est truqué. Mais en fait, toi, tu fais les trucs des films en vrai. Et moi, je regardais, je te jure, j'ai mal aux adducteurs rien qu'à regarder tes photos. Je me suis dit, non, ça, c'est quand même très fort. Donc voilà, je vous redonne les infos. Donc Vimeo, vous allez voir les vidéos, c'est Stéphane Fio, F-I-O. Pareil sur Insta, mais vous avez aussi Crazy Cacmac qui est un petit peu ton surnom, c'est ça hein, si oui, exactement. Crazy Cacmac, Crazy Monkey, ouais, Crazy Macaque, oui. Voilà. Donc allez voir tout ça. Steph, je tiens vraiment à te remercier pour ton temps. Pour tout ce que tu nous as transmis comme pépites. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer parce que je pense que j'essaierai de te réavoir peut-être dans quelques mois, quelques années. Avec grand plaisir. Évolution. Si ça te tente, en tout cas, merci. Ah oui, merci. À 100%. On te souhaite vraiment du fond du cœur un bon voyage à LA, un bon tournage pour Mission Impossible 7. Et puis voilà, s'il vous plaît les amis, allez sur Vimeo, allez sur Insta, mettez un petit message à Steph, dites-lui merci. Mettez 5 étoiles également au podcast, partagez à fond. Encore une fois, merci Steph. Merci à toi, merci encore pour tout.